Africa Oye, bravo à l'Afrique de la Renaissance qui se réveille et qui s'éveille. Nous continuons à célébrer l'Afrique de la Renaissance. Et il y a beaucoup déjà de nos confrères sur les médias qui attirent l'attention d'un certain nombre d'hommes politiques sur des questions sur leur sécurité. Et nous allons revenir dans une vidéo aussi pour cela, pour en parler. Parce que nous aussi, nous sonnons l'alerte, nous attirons l'attention des gens sur ce qui pourrait arriver au cas où, si malheur arrivait à quelqu'un et que d'un homme politique que nous admirons bien et que nous pourrons peut-être entrevoir sur la base de nos connaissances passées ou de notre expérience de ce qui se passe. Parce que n'oubliez pas que nous sommes ici, nous parlons de géopolitique et de géostratégie. Ce sont des matières qu'on n'enseigne pas à l'école. Mais au moins, sur cette plateforme, ceux qui nous ont fait confiance, les abonnés qui nous ont fait confiance, comprennent que avoir la base en géographie, avoir la géographie déjà comme base, ça nous donne un éclairage sur les questions de géopolitique ou de géostratégie, parce que tous ces mots commencent par la géographie, effectivement, même si on n'enseigne pas à l'école. Et ce sont des matières tellement importantes qu'il faudrait qu'on enseigne à l'école. Et vous voyez maintenant, tout le monde parle de géopolitique. Même des collègues qui ne sont pas. Bon, c'est vrai qu'ils peuvent donner un point de vue sur des questions, les professeurs de philosophie, les professeurs de lettres, qui peuvent donner un point de vue là-dessus, mais faire des analyses, des décryptage profond, ils ne peuvent pas, ils peuvent seulement diffuser les informations. Donc ici, nous avons la chance d'avoir, de partager des informations sur la base de notre formation de géographie, dont on peut parler à l'aise de géostratégie, de géopolitique, mais également sur la base de notre expérience, parce qu'on a vécu, on a passé notre expérience la présente nous a permis de passer des grandes étapes de notre vie, comme le courant des années 90, autour des années 2005-2010, on a vécu des choses importantes. Euh, de quoi est-ce que nous allons parler? Si vous voulez savoir ce qu'on va parler, mettez-nous déjà des pouces. Mettez de nombreux pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et partagez ces vidéos pour qu'on soit de plus en plus éclairé. Et de quoi est-ce que je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo? Dans cette vidéo, je vais parler des nouvelles formes de la guerre que fait l'OTAN. L'OTAN fait la guerre maintenant sous une autre forme qui ne peuvent pas en parler. Quand vous comprenez une information sur la toile, sur la place publique, dans les livres, c'est qu'ils ont déjà dépassé ces stades-là, qui sont déjà à un autre niveau. Et aujourd'hui, nous allons voir à peu près la guerre. La géographie, c'est la guerre. Donc, pour les questions de guerre, j'ai eu la chance également de faire l'histoire de la guerre. Même si aujourd'hui, ces départements sont séparés, ben, j'ai eu la chance de faire également l'histoire de la guerre, qu'on appelle la polémologie. Oui, l'histoire de la guerre. Ce sont des cours qui ont disparu aujourd'hui à l'université parce qu'on ne voudrait plus que les jeunes générations soient informées de ce qui se passe, même comme je parlais tout à l'heure de la géopolitique. Donc, on ne voudrait plus que les gens soient au courant de ce qui se passe ou de comment analyser. On veut tarir la façon de réfléchir, les réflexions des gens et leur apporter des informations qu'ils doivent juste gober ou rejeter. Donc, si vous avez fait ce que j'ai dit tout à l'heure précédemment, mettez-nous de nombreux pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés et pour ceux qui le sont déjà. Partagez cette vidéo et invitez les gens à suivre, invitez les autres à suivre pour que la communauté grandisse. Ça, ce sera ça l'enjeu. Donc, pour parler des formes de la guerre que fait l'OTAN, comment l'OTAN fait maintenant la guerre aujourd'hui au peuple? Oui, parce que tout part de l'OTAN. Les formes de guerre on connaît plusieurs formes de guerre. Il existe plusieurs formes de guerre. Il y a des formes de guerre dont on n'en parle pas. Et nous aurons l'occasion ici de parler de ces nouvelles formes de guerre. Donc, vous ne verrez pas parcourir dans des documents ou sur la place publique. Donc, mais les formes de guerre dont on parle souvent, pour qu'on essaie de déblayer le contexte, c'est la guerre conventionnelle. Depuis 1945, on parle de la guerre conventionnelle. Même déjà en 1945, pour la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient déjà franchi le seuil des guerres non conventionnelles. Ça veut dire qu'utiliser des autres armes qui étaient non conventionnelles pour faire la guerre. Et à partir de là, on parle des guerres non conventionnelles. Ça veut dire qu'utiliser par exemple les gaz pour essayer de... Voilà, pour le massacre en masse ou les armes de destruction massive. Voilà, toutes ces formes ne sont plus des guerres conventionnelles. Ce n'est plus des armées qui s'affrontent avec des fusils d'assaut. Ce n'est plus ce genre de guerre dont on parle. Donc, depuis là, on est entré dans des phases des guerres non conventionnelles. Depuis les années 60, on est entré dans les phases de guerres non conventionnelles. Et dans les guerres non conventionnelles, on aura plusieurs types de guerres qu'on va voir. Et parmi ces guerres, il y a d'abord la guérilla. Oui, la guérilla, c'est que les gens se forment en brousse et puis euh, viennent à l'assaut du gouvernement en place, soit en prenant des parties du territoire
Et les guérillas les plus vieilles qu'on peut connaître, c'est la guérilla des FARC en Colombie. Oui, voilà. Voilà un exemple de guérilla qui lutte contre le gouvernement depuis des décennies. Voilà, c'est une des plus vieilles guérillas du monde. Donc c'est pour cela qu'on pense là comme un exemple de guérilla. Voilà un exemple de guerre. C'est-à-dire que un groupe armé se forme et bien structuré et qui peuvent tenir la guerre sur le long terme. Ce n'est pas seulement des escarmouches. Donc il y a la guérilla. Il y a les autres formes de guerre qu'on peut parler. On parle depuis peu des guerres asymétriques. Ça, les guerres asymétriques sont des guerres où des gens se forment en petits groupes et ne viennent pas d'une région précise. Ils peuvent attaquer à tout point, à tout moment. Et voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les guerres asymétriques. Sont-ils formés, ne sont-ils pas formés? Mais quand même, ils ont accès à des armes qui leur permettent de pouvoir toucher des points sensibles et de pouvoir laisser un éclat, de pouvoir toucher la sensibilité, l'émotion des gens pour dire ces gens l'ont encore frappé et de mettre la population dans le terreur ou de mettre le gouvernement en péril, quoi, ou de mettre le gouvernement en situation de faiblesse. Donc, ces guerres asymétriques, on les voit depuis avec le terrorisme. Ce que les États ont développé, ont appelé le terrorisme. Et vous voyez, la dynamique du terrorisme est venue des États-Unis. Depuis avec les attaques du 11 septembre, ça a pris une certaine ampleur, ça a pris tout le monde entier. Mais grâce à la récente présidente, à la présidente des États-Unis, on a vu les points de terrorisme s'éteindre parce qu'on est parti à la source, éteindre tous les points de terrorisme, notamment dans les pays musulmans qu'on voulait stigmatiser ou peut-être les pousser à la guerre ou peut-être chercher à les contrôler. Donc on a atteint, le terrorisme a été éteint dans tous les pays du Proche et du Moyen-Orient. On n'en parle plus. Un seul point dans le monde où on parle encore du terrorisme, c'est les Français qui parlent encore du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme. Mais ils ne parlent pas de la lutte contre les terroristes, mais contre le terrorisme. Donc ils utilisent cela pour maintenir les États africains dans une situation de guerre et les fragiliser continuellement, fragiliser les Africains continuellement. Mais en fait, qui sont ces terroristes qui entretiennent le terrorisme? Les terroristes ne sont ni moins ni plus que les Français. C'est eux-mêmes qui entretiennent cela pour maintenir leur domination sur les pays africains et pour mieux exploiter les ressources. Et je vous avais dit leur plan depuis Sarkozy, il faut aller chercher l'énergie en Afrique. À l'époque, Sarkozy voyait avec l'Union européenne, les partis des Verts, qu'il fallait aller chercher l'énergie solaire en Afrique et l'exporter. Mais pour cela, il faut chasser des gens sur un territoire bien vaste comme le Sahel, qu'on contrôle les ressources du sous-sol, les ressources renouvelables comme le soleil, le vent, et pouvoir capter toute cette énergie, y vivre et exporter une bonne quantité en Europe. Bon, depuis là, les peuples du Sahel se sont réveillés et nous leur disons bravo. Donc, ces formes de guerre qu'on utilise, qui sont maintenant mises en pratique, nous l'avons limité à ces formes de guerre, puis c'est ça qui a cours pour le cas de l'Afrique. Nous n'allons pas aller à d'autres formes de guerre pour aller chercher des exemples ailleurs pour les illustrer. Non, nous allons nous limiter à ces camps de guerre, donc les guerres asymétriques, les guérillas dont on en a en Afrique. Et en Afrique, la forme de guérilla la plus connue, c'est la guérilla de la Casamance. Donc en Casamance, il y a une forme de guérilla qui persiste depuis la plus vieille guérilla en Afrique. Pour prendre le cas de l'Afrique, parce que nous sommes partis peut-être très loin en cherchant en Colombie, mais en Afrique, on a un cas de guérilla qui est la guérilla de la Casamance. Voilà. Donc, partant de ces éléments, il y a de nouvelles formes de guerre qui se mettent en place et dont on n'en parle pas. Même si vous tapez sur Internet, vous n'allez pas trouver ces formes de guerre-là. Il y a les guerres utilisant donc, ce n'est plus seulement ces armes, ce n'est plus seulement ces armes conventionnelles ou non conventionnelles qu'on utilise, c'est utilisant les éléments de la nature pour faire la guerre. Oui, c'est utilisant les armes de la nature. Et je veux envoyer certaines personnes qui voudraient aller plus loin à regarder sur le mot arbre. A-A-A-A-A-R-P. Oui, regardez sur ce mot-là et voyez à peu près ce qui s'est fait. C'est-à-dire que sous ce couvert scientifique, les Américains ont cherché depuis peu à pouvoir dompter les éléments de la nature pour les utiliser à des fins de guerre. Je veux dire, vous allez trouver, pour que tout le monde comprenne, qu'on utilise les éléments de la nature, comme le vent, les tempêtes, les cyclones, pour pouvoir fragiliser les peuples. Et on procède à l'essai, il faut bien procéder à l'essai pour voir s'il fonctionne. Et on a procédé bien à l'essai dans certains endroits qu'on a crié au scandale. Ah, qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce genre de situation? Ce sont des guerres, ce sont des éléments de la nature qui se sont déclenchés. Ben, quand on déclenche un cyclone, vous voyez qu'il ravage tout sur son chemin. Et normalement, quand on a établi les cyclones naturels qui étaient établis, le maximum était le degré 7 sur l'échelle de Richter, quand on établit les cyclones qui peuvent ravager tout. Mais quand un cyclone va au-delà, c'est qu'il est un élément humain fabriqué. Et on a vu des séismes qui sont allés au-delà. Les séismes depuis peu, depuis les années
depuis les années 2010, vont au-delà de 7, ce qui est un phénomène tout à fait anormal. Et le séisme et les cyclones, je veux dire les cyclones les plus dévastateurs, sont des cyclones qui sont formés en mer de Caraïbes. Et tous ces cyclones étaient orientés sur Haïti. Oui, Haïti. Donc, on explique que sur une partie seulement, le cyclone touche ne serait qu'une partie. Pourtant, c'est une île, une petite île qui est divisée en deux avec un pays, la République dominicaine. Donc, il y a ces formes de guerre qu'il faudrait bien voir, qu'on utilise par exemple Haïti comme le cyclone. On a aussi utilisé les maladies. Même le choléra à Haïti était une forme de maladie parce qu'on veut réduire à néant les capacités de cette population à pouvoir revendiquer, à pouvoir se révolter, ce qu'ils ont dans le sang. Qu'ils soient dans le giron des États-Unis et qu'ils soient toujours en termes de se révolter, c'est dangereux pour eux. Donc, on va les réduire par tous les moyens. Les séismes, pareil. Quand vous prenez des séismes pour le cas de Haïti, c'est un pays noir. C'est pour ça que nous prenons cet exemple pour l'illustrer. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de faille sur cette île. Mais le tremblement de terre ne touche qu'un côté. S'il y avait une faille pour le tremblement de terre, on pourrait comprendre, mais il n'y a pas de faille. Donc, nous revenons maintenant en Afrique avec les récentes catastrophes naturelles qu'on a eues sur le continent africain. Le séisme du Maroc et puis le cyclone ou la tempête. Ils ont appelé ça la tempête, ils n'ont pas appelé ça le cyclone. Ils ont appelé ça la tempête sur la Libye qui a tout dévasté. Voilà les nouvelles formes de guerre. Les gens vont nous dire que ce sont des éléments naturels, ça c'est la théorie du complot. Bon, mais essayons de regarder de très près. Est-ce que le Maroc est dans une zone sismique? Non, le Maroc n'est pas dans une zone sismique. Ce qu'on a étudié à l'école, regardez vos livres, le Maroc n'est pas dans une zone sismique. On explique qu'il y aurait une faille, mais au niveau à l'est de l'Algérie, mais qui n'arrive pas au Maroc. Donc le Maroc n'est pas dans une zone sismique. Et même si le Maroc était dans une zone sismique, euh, euh, on aurait déjà mis des dispositions. Le Maroc a la capacité de mettre des dispositions pour sonner l'alerte au cas où. Parce que même pour les volcans, c'est pareil. Les volcans actifs, on met des alertes que quand ils commencent à gronder, il y a des signaux, des signes qu'ils émettent et les animaux sont les premiers finalement à être alertés pour partir. Et les appareils peuvent peut-être détecter les signaux. Bon, voilà pour le cas du Maroc, un tremblement de terre subite. Il est clair et net que ce n'est pas un tremblement de terre naturel. Est-ce que c'est avec l'aval du gouvernement ou c'est de la guerre de l'OTAN? De deux choses l'une. Si c'est une guerre qu'on veut faire au Maroc, les raisons peuvent être les suivantes. Le Maroc est en train de sortir de la zone de sous-développement et est en train de s'auto-développer, est en train de reconquérir sa souveraineté comme le font les pays africains et a tous les moyens aujourd'hui pour reconquérir sa souveraineté, tant sur le plan économique, sur le plan financier, que sur le plan des infrastructures. Je vous rappelle que parmi les pays qui ont des jolies infrastructures routières dans leur pays propre à l'interne, le Maroc est classé parmi les 3 premiers pays qui ont des très bonnes infrastructures. Parce que ces infrastructures s'étendent également sur la zone qu'elle a conquise sur le Sahara occidental. Elle essaie de développer des infrastructures, des autoroutes de ce côté-là, créant des ponts. Et donc, les infrastructures au Maroc sont en train de prendre un envol. Et le Maroc investit non pas seulement, elle va chercher avec sa matière grise des potentiels des investissements à l'étranger, notamment en Afrique subsaharienne et même pourquoi pas en Europe, en rachetant beaucoup d'entreprises qui sont en faillite en Europe et qui ne peuvent pas tenir. Et il y a beaucoup d'Espagnols et d'Européens qui viennent chercher travail au Maroc parce que le Maroc est en train de franchir une étape. Donc voilà déjà les questions qui peuvent pousser, des situations qui peuvent pousser les autres, surtout les pays développés, à essayer de titiller le Maroc pour voir si ils ont vraiment cette capacité à pouvoir réagir en cas de grande catastrophe naturelle. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le Maroc peut, à son tour, comme ayant développé déjà des capacités, montrer des capacités de développement, le Maroc peut vouloir voir si, tester ses propres capacités pour voir, en cas de catastrophe naturelle venant de l'extérieur, comment est-ce que je peux soutenir ma population. Et le Maroc peut provoquer un choc, une onde pareille de choc avec toutes ces catastrophes pour voir comment elle arrive au bout. Et la preuve en est, le Maroc est en train d'accepter les aides de façon sélective, la rejeter le cas de la France, parce qu'elle connaît de quoi est-ce qu'il est question, parce qu'on parlerait d'autre chose aujourd'hui, parce que là, s'il faut analyser par exemple quelles sont les causes de ces séismes, on pourrait ne pas trouver grand-chose et savoir qu'il a été provoqué à partir de l'épicentre du Maroc, à partir de l'épicentre du séisme où le Maroc, où le séisme s'est propagé. Et actuellement, nous disons bravo au gouvernement marocain qui décide de soutenir sa population. Pour tous ceux, j'ai entendu des chiffres, pour tous ceux qui auront perdu totalement leur maison, ils ont droit à 4 000 $.
Et pour tous ceux qui ont été touchés de près de l'Inde, 2000 et peut-être 1000 dollars pour 400 $ pour. Donc il y a des chiffres comme ça pour tous ceux qui ont été atteints par ce séisme-là. Donc nous disons bravo au gouvernement. Donc ça peut être une façon également de soutenir sa population, de regagner la confiance de la population après ce temps de choc qu'on a somme créé pour regagner sa population. Oui, nous entrons là dans la théorie du complot. Comme les autres vont le dire, mais c'est ceux qui sont le camp opposé qui parlent de la théorie du complot. Donc, quand nous sommes dans ces deux situations, soit ça peut être une cause externe, soit ça peut être une cause interne, un séisme externe ou un séisme interne développé de façon interne. C'est à vous de vous faire votre propre opinion. Si c'est un élément naturel, si c'est un élément humain, soit par le gouvernement, soit par l'étranger. Et ces formes de guerre qu'on utilise, on l'a appliqué ailleurs. Le plus récent séisme qui s'est passé en Turquie, des scientifiques de ce nom, pas les scientifiques européens uniquement, d'autres pays ont posé la question, est-ce qu'on est également dans une zone de séisme? Pourquoi cela? Vous connaissez bien que la Turquie est en train d'émerger sur le plan international et en train de gagner sa souveraineté dans l'OTAN. Donc, pour toutes ces raisons, on pourrait lui lancer un petit coup de balai pour voir comment est-ce qu'il peut réagir. Et ça peut aussi permettre de voir comment est-ce qu'il va prendre. Parce que actuellement, la Turquie a décidé de quitter l'Union européenne. Les négociations avec l'Union européenne durent depuis plus de 50 ans. Oui, depuis plus de 50 ans, la Turquie veut entrer dans l'Union européenne, mais ne parvient pas. Sarkozy a mis fin à ce débat en disant que la Turquie était un pays de l'Asie centrale et qu'on ne pouvait pas entrer dans l'Union européenne. On a arrêté dans ce débat à ce niveau. Mais elle a tous les moyens, montre qu'elle est plus développée et qu'elle montre tous les signes de croissance, mieux que certains pays européens comme la Grèce, comme l'Espagne ou le Portugal. Mais malgré tout cela, ce n'est plus les critères économiques qui comptent. Maintenant, c'est les critères géostratégiques. Et le gouvernement de la France, qui est le moteur de l'Union européenne, a dit non à cela, à son terme. Et on n'a plus parlé. Actuellement, donc, la Turquie a décidé donc de dire, donc, je ne veux plus faire partie de l'Union européenne, c'est terminé, on ferme cette page-là. Parce qu'elle a déjà pris la sanction nécessaire pour pouvoir se développer, pour développer ses réseaux ailleurs. Étant membre de l'OTAN, elle est en très forte collaboration avec la Russie, parce qu'ils partagent en même temps les mêmes missions et les mêmes valeurs. Et pendant ce temps, je vous donne un autre indice, leur compagnie Turkish Airways est la première compagnie du monde en termes de vol, en termes du nombre de vols, en termes de capacité d'avion, en termes de qualité de voyage et tout. C'est leur compagnie qui est la meilleure au monde actuellement. Donc, et leur plus grand aéroport du monde se trouve également dans leur pays. Donc, la Turquie a pris un envol et leurs drones, en participant à des guerres à l'étranger, comme contre l'Arménie, ils ont fait valoir leurs drones et ils vendent maintenant également les armes à travers le monde. Donc, la Turquie a pris son envol et ce coup-là pouvait leur permettre également, ça va jouer dans les deux sens, comme nous l'avons dit précédemment pour le cas du Maroc, soit une situation interne, soit une situation externe, et voilà, on va tester donc leur capacité. Donc voilà les éléments naturels qu'on utilise aujourd'hui pour faire la guerre. Donc on utilise les éléments naturels. Mais pour clore ce chapitre, nous n'allons pas être très long pour prendre des cas les uns après les autres. Nous allons maintenant nous mettre dans le cas un peu plus global. Tout récemment, la Russie a développé une arme dont on en a parlé. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle a la capacité navale bien étendue et elle veut la développer le plus grand possible. Parce que la bataille entre les grandes nations, entre les grandes puissances, c'est d'abord une bataille navale. Il faut d'abord maîtriser les différentes mers. C'est pour ça que la Russie cherche à sortir et à accéder aux différentes mers. Mais la Russie est allée à un point où elle a développé des armes, des armes naturelles. Cela veut dire utilisant des requins, on dirait même des baleines, pour faire la guerre. Est-ce que ce sont des baleines naturelles ou sont des baleines surnaturelles? Est-ce qu'elle va utiliser donc les animaux naturels qu'elle va dompter pour faire la guerre, ou est-ce qu'elle va fabriquer ces aliments qui vont ressembler à cela et pour faire la guerre? L'intelligence artificielle est capable de tout cela. Donc nous disons, utilisant ces armes-là, il n'y a pas seulement les Américains, les Russes aussi sont en train de développer des éléments pareils. Parce que utiliser un requin pour faire la guerre, rassurez-vous, il va percevoir les signaux d'une présence plus tard, il va servir de radar et il va aller plus rapidement en mer. Et s'ils sont une bande de 100 requins, imaginez-vous, ils peuvent prendre d'assaut facilement un navire au cas où on en a besoin ou développer. Mais je ne connais pas encore toutes les techniques qui vont autour de l'utilisation des armes, des animaux marins pour faire la guerre marine, pour faire la guerre navale. Voilà à peu près le niveau où je suis actuellement pour essayer de comprendre comment est-ce que la Russie utilise les animaux marins pour faire les batailles navales, pour entrer dans les batailles navales.
ce que les Occidentaux n'ont pas encore pu faire, ou voir leur capacité à survivre dans ce milieu et attaquer l'ennemi. Donc, si vous avez bien suivi cette vidéo dans laquelle nous avons parlé de la guerre conventionnelle et des guerres non conventionnelles avec les différentes ramifications et comment est-ce qu'ils se déclinent aujourd'hui sur le continent africain, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, cliquez sur la codification. Parce que là, ça c'est un sujet que j'aborde rarement parce que ça c'est pour les connaisseurs. Ça c'est pour ceux qui veulent aller plus loin dans la forme de la guerre. Parce que la géopolitique va essentiellement avec la guerre. Et il n'y a que sur cette plateforme que vous allez trouver ce genre d'analyse ou ce décryptage géographique et géopolitique, la géographie de la guerre. Nous seuls, nous pouvons faire ça sur cette plateforme. Donc, nous remercions tous ceux qui vont poser des questions, qui vont mettre des commentaires pour dire oui ou non si c'est vrai ou c'est pas vrai. S'ils comprennent, s'ils ne comprennent pas, je suis ouvert au débat. Vous posez les commentaires, je vais les lire et on va essayer de répondre ou de réagir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur une émission plus spécifique sur la géopolitique. Merci, à plus tard.